Bonjour à tous, ravi que vous ayez pu nous rejoindre pour ce webinaire qui va vous parler de comment utiliser le Lean dans sa version Green Lean pour réussir la transition écologique. Alors, notre invité aujourd'hui, c'est Valérie Bazin qui va nous parler de sa pratique du Lean au quotidien dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, merci à tous de nous avoir rejoints. On va essayer de vous faire une présentation en une demi-heure et de garder du temps pour des questions après, pour être ouvert à toutes vos questions. Alors évidemment, en une demi-heure, ça va être qu'un résumé de tout ce qu'on pourrait vous raconter, mais j'espère que ça sera l'essentiel et que ça vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va commencer par les présentations. Donc, Valérie, vas-y, présente-toi. Oui, donc j'ai à peu près 30 ans de carrière en R&D pharmaceutique au niveau opérationnel. Et ma curiosité et mon besoin de compréhension ont été de puissants moteurs qui ont été alimentés par la science, en fait. Et un autre moteur est vraiment pour moi celui de vouloir bien faire et d'être efficace. Et vraiment plutôt pour que tout le monde puisse en profiter, que ça facilite le travail de tout le monde, tout en gardant évidemment l'efficacité. Et c'est pour ça que je me suis intéressée au Lean. Très bien, merci Valérie. Puis moi, j'ai fait aussi 30 ans de recherche en industrie pharmaceutique en tant que biologiste et puis après comme chef de projet multidisciplinaire. Et puis après mon départ volontaire de l'industrie, j'ai poursuivi ma formation en ligne par une black belt. Ah voilà, un nouvel invité. Nous avons tous les deux préparé, depuis plusieurs mois d'ailleurs, une réflexion sur le Lean comme outil pour atteindre la nécessaire sobriété de la transition écologique, mais ça va un petit peu plus loin. Alors, nous allons commencer par une petite introduction qui va vous présenter euh, ce qu'il est, le problème de la transition, les enjeux, et puis après, on va vous introduire le Lean. À toi, Valérie. Tu passes sur la slide Ah ouais, je suivante. passe suivante. Ah oui, ouais, donc oui, c'est vrai, c'est encore là. L'objectif de ce webinaire, donc à travers la transition écologique, mais aussi une dérive climatique, donc des risques climatiques et un changement radical à venir de l'économie mondiale, il va falloir adapter nos entreprises et donc le Lean peut fournir un certain nombre d'outils pour cette nécessaire adaptation. Et vous allez voir qu'on peut donner du sens, trouver un nouvel équilibre, montrer que c'est possible, agir en faveur de l'environnement et s'adapter. À toi, Valérie. Oui, donc on est tous sensibilisés aux enjeux énergétiques et climatiques auxquels on fait face. Stéphane et moi, on porte la vision que c'est vraiment que l'entreprise, c'est un pilier pour la réussite. D'abord parce que ça va nous permettre de donner du sens à l'engagement, parce qu'on est tous des acteurs, pas tous, mais en tout cas souvent des acteurs de l'entreprise. Et pour un sens ne serait-ce que pragmatique, ça permet de donner à notre modèle économique une chance de survivre. Et c'est souvent au centre de nos vies. Et on pense que ça va permettre à l'entreprise tout simplement de garder un équilibre. Alors, on vous montrera par plusieurs exemples ensuite comment c'est possible, comment ça peut être géré concrètement et dans le temps. Et en fait, quel est le meilleur moteur pour agir et s'adapter que de celui de dire, voilà, on va s'adapter pour mieux vivre, pour mieux en vivre. Et il est vraiment possible de se préparer. Alors, à quelle crise on a affaire? Donc, ça, c'est un petit rappel hein, de la situation actuelle. En fait, on est confronté à une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le dire de façon très très simple, et un peu caricatural, mais disons que c'est l'essentiel. Le soleil fournit de la chaleur à la Terre dans la journée et la chaleur qui est fournie sous la forme de tout le spectre lumineux peut traverser sans trop de difficultés l'atmosphère. Il y a une très faible partie qui est absorbée par l'atmosphère. Par contre, la nuit, en fait, bon, processus jour et nuit sont un peu mélangés, mais disons que la nuit, la chaleur repart de la Terre sous forme d'une émission infrarouge. Et les infrarouges, eux, ils sont absorbés par l'atmosphère et en particulier par une composante de l'atmosphère qu'on appelle les gaz à effet de serre. Donc, une grande partie de la chaleur va être redistribuée dans l'atmosphère. S'il n'y avait pas ces gaz à effet de serre, la Terre serait effectivement très très froide. Euh,
Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec l'augmentation du taux de gaz à effet de serre, ce taux de réabsorption augmente et donc ça aboutit à un réchauffement global. Alors le réchauffement peut causer un certain nombre de problèmes tellement importants qu'il va falloir limiter ce réchauffement en diminuant notre production de gaz à effet de serre et on va voir comment on peut faire. Mais le problème est beaucoup plus complexe parce qu'en fait, on a atteint d'autres limites planétaires. On est arrivé à un épuisement d'un grand nombre de ressources naturelles. On a gravement endommagé la biodiversité. Il y avait un rapport ce matin du WWF qui témoignait que dans les 50 dernières années, on avait détruit plus de 70% en biomasse de toute la faune sauvage. On a des pénuries d'eau douce de plus en plus fréquentes. L'environnement est pollué par des centaines de milliers de substances chimiques différentes, certainement ayant un fort impact sur la fertilité. Et puis, il y a tout le problème des déchets et en particulier des microplastiques qui sont omniprésents. Donc, il faut arriver à gérer toutes ces limites en même temps. Alors, la preuve que c'est faisable, même si ça n'était qu'une seule limite, c'est qu'il y a 50 ans maintenant, on s'est rendu compte d'un danger planétaire qui était la crise de l'ozone. On avait découvert que la couche d'ozone, qui est donc aussi un gaz présent dans l'atmosphère, qui absorbe en partie les rayons UV du soleil et qui est protectrice, cette couche d'ozone commençait à se dissiper en certains endroits de l'hémisphère sud, à tel point que sortir dehors devenait réellement problématique. Euh, et cette destruction de couche d'ozone a vite été reliée à des activités humaines, en particulier la production des gaz CFC. CFC qui était très, très utilisé dans la réfrigération et dans tout ce qui est compression des gaz. Et dans un premier temps, l'industrie disait qu'ils n'étaient pas remplaçables, puis elle a trouvé des moyens de remplacement. Un accord international a permis de les bannir et comme vous voyez, il a mis presque 20 ans à être ratifié par tous les pays. Et les premiers signes d'amélioration ont été observés seulement il y a 10 ans et confirmés solidement l'année dernière. Mais jusqu'en 2015, il y avait toujours des sceptiques qui prétendaient que ce protocole bannissant les CFC était totalement inutile. La couche d'ozone pourrait être restaurée à son état initial d'ici 2060. Donc vous voyez qu'on est sur le temps long. Vous voyez que l'humanité est capable de se mobiliser, mais ce problème de couche d'ozone, il était monofactoriel. Oui, tandis que là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc, on vient de parler, Stéphane nous a parlé des gaz à effet de serre, donc l'impact du carbone. Et la matière première, tout ce qu'on va devoir prendre pour fabriquer, va avoir un impact sur le carbone, sans compter les conflits géopolitiques. Alors aujourd'hui, on en subit un, il est très local, mais il est français, mais on sait ce que c'est que d'avoir des problèmes d'approvisionnement. Alors, est-ce que ça va forcément se traduire par un impact sur la croissance et sur la prospérité? Eh bien, probablement que cet impact carbone, nous n'arriverons à le gérer qu'avec de la sobriété, des énergies renouvelables et, par exemple, des actions sur les transports internationaux, le transport international. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là parce que produire aujourd'hui, c'est aussi polluer. Et on confronte de nombreux polluants, les pesticides, les plastiques, des nouvelles entités chimiques qu'on ne sait même pas en fait gérer derrière. Et on impacte profondément tout ce qui est eau, sol et écosystème. Donc, le problème est très complexe. Voilà, c'est vraiment multifactoriel. Le problème est donc systémique. Ce n'est pas un facteur unique sur lequel il faut jouer, mais c'est tout un système qui est impacté. Toutes nos activités sont énergivores, consommatrices de ressources. Les énergies alternatives existent, mais elles sont très lentes et très coûteuses à mettre en place. Notre propre mode de vie, notre alimentation a un impact sur la déforestation, par exemple. Les solutions technologiques demandent toutes beaucoup de ressources, des ressources qui viennent à manquer. Et toute l'économie, de toute façon, est très, très dépendante de l'énergie, même si on a pu, à certains niveaux, montrer des découplages. Donc, le système, avec le dérèglement climatique et les dégâts sur l'écosystème, va montrer de plus en plus de failles, des difficultés d'approvisionnement, de l'inflation, des fluctuations en tout genre. Et ça, c'est très mauvais pour la vie des entreprises. Donc, il faut que le monde entrepreneurial se mobilise.
Alors, il y a deux options possibles, hein, soit faire l'autruche, et là, on va être rattrapé par les défenseurs de l'environnement qui veulent déjà en finir avec le monde industriel, c'est ce que j'ai surligné ici, ou on peut prendre l'attitude de certains entrepreneurs qui disent le défi, c'est notre défi, et c'est notre croisade aujourd'hui. Donc, une des manières, en fait, d'essayer de juguler cet impact du CO2 sur notre planète, c'est la taxe carbone, qui est en fait une redevance, hein, c'est-à-dire que vous allez la payer sur le bien ou le service que vous allez acheter. Alors, en France, elle est en œuvre depuis 2014. Elle impacte les particuliers, les artisans, les petites entreprises. Lorsque les énergies qui ont été mises en œuvre pour fabriquer ce bien sont du gaz, du charbon ou du pétrole. Et elle a été mise en œuvre vraiment pour essayer de booster les investissements en solutions qui feront diminuer l'impact, le CO2. Et elle est là vraiment pour compenser le coût environnemental de CO2. Donc, c'est pour ça qu'elle est incitative et qu'elle est progressive. C'est-à-dire que là, on est actuellement à 44 euros la tonne de CO2 émise, avec un objectif quand même d'aller jusqu'à 100 euros en 2030. Et bien au-delà, ce sera encore pire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une tonne de carbone? Alors là, je vous ai mis quelques exemples à quoi ça correspond. Donc, par exemple, si pour fabriquer votre bien ou votre service, vous avez dépensé 10 000 kWh d'électricité nucléaire, vous aurez émis une tonne de CO2. Ce sera 10 fois moins avec du charbon, donc il faudra beaucoup moins de charbon pour arriver au même niveau, ou alors 200 repas avec du bœuf, ou encore le stockage annuel des emails de 2 collaborateurs, 2500 km effectués en voiture, ou alors l'achat d'un ordinateur et d'un écran. Contre-intuitivement, c'est 2 tiers pour l'écran, 1 tiers pour l'ordinateur. Alors évidemment, ce sont des estimations. Elle est en œuvre dans 31 pays qui ont choisi des modalités des fois un peu différentes des nôtres. Mais vraiment, l'objectif, c'est de booster les investissements pour qu'on puisse diminuer notre impact carbone. Alors, 20% du... Oui, bon, vas-y, je Pardon, continuerai. tous les jours, restez Non, là, non, je oui. t'en prie. Oui, oui, ça donne lieu à... Non, non, c'est pas grave, je continue. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on a parlé d'un objectif 100 euros la tonne de carbone en 2030, mais si on devait vraiment réussir cette transformation, on doit l'anticiper, on doit prévoir à long terme. Et là, si on devait se fixer un objectif à 2050 et regarder les choses, là, le client, il va avoir vraiment des demandes qui vont être des demandes de sobriété. Et là, c'est typiquement du lean, c'est vraiment s'intéresser à ce que le client va avoir besoin pour qu'au niveau de l'entreprise qui produit le bien ou le service, on prenne en compte ses besoins, notamment le budget de sobriété pour être compatible avec les accords de Paris. Et on va devoir aussi avoir ces demandes-là sur nos fournisseurs avec au travers des cahiers des charges et tenir compte de cette taxe carbone qui sera dans le périmètre là plutôt à 200 euros la tonne en 2050, dans un environnement climatique qui sera probablement assez contraignant, hein, avec la sécheresse, des choses comme ça qui vont contraindre l'entreprise beaucoup pour produire des biens, des services. Et vraiment, il faudra également embarquer les collaborateurs pour réussir cette décarbonation, d'être vertueux en eau, d'agir le moins possible sur la biodiversité et d'œuvrer pour une qualité de l'air. Donc, le rétro-planning avec des échéances claires. Alors, on va essayer de donner une idée du rétro-planning. Il y a certaines choses qui sont fixées, par exemple, par la loi Elan pour le parc tertiaire et qui donnent quand même une idée des contraintes. Alors, dans la loi Elan, ce qui est fixé, c'est la consommation d'énergie finale par un bâtiment qui doit diminuer de 40% par rapport à un seuil précédent. Et en gros, diminuer de 40%, ça revient à être à 110 kilowattheures par mètre carré par an. Ce qui est, pour vous donner une idée, 2,5 fois inférieur à la consommation d'un bâtiment récent. Et puis ça doit diminuer ensuite à moins 50 et à moins 60% en 2050. On va devoir planifier également de la sobriété pour réduire les comportements parce que
on ne peut pas, dans le temps, tout passer en solaire ou en renouvelable, hein. Il faut aussi compenser par de la sobriété. Donc, identifier les comportements les plus énergivores, gérer les mobilités et aussi avoir des usages numériques responsables, car le numérique est très, très gourmand. Et ça, on ne peut pas le faire sans avoir l'engagement des collaborateurs, qui est une chose que propose le Lean, et aussi au niveau d'une entreprise, un fort soutien de la direction, parce qu'il va falloir mobiliser tout le système. Il va falloir progressivement aussi réfléchir à la résilience des équipements et des fournisseurs par rapport aux difficultés qui vont arriver liées au climat, aux pénuries, peut-être la montée des eaux. Et puis alors, il va falloir au centre de tout ça mettre une éco-conception des biens et des services, c'est-à-dire que analyser les biens et les services actuels de l'entreprise pour arriver à la fois à connaître son impact carbone en termes de production, la durée de vie du bien ou du service et aussi la fin de vie avec le recyclage, tout en gardant la capacité de répondre aux besoins du client. Alors, par exemple, dans le bâtiment, on va assister à la disparition progressive du béton et des matériaux à forte énergie grise, parce que ce sont des matériaux qui sont vraiment trop impactants pour l'environnement, et en faveur de matériaux biosourcés, qui sont d'ailleurs probablement beaucoup plus sains pour la qualité de l'air. Alors, il est possible d'agir, mais une entreprise, c'est un système très, très complexe quand elle commence à avoir une taille importante. Et quand on regarde un système complexe comme ça, là, j'ai mis différents services qu'on peut retrouver dans une grande entreprise, on se retrouve avec des éléphants qui sont parfois difficiles à faire bouger. Dans tout ce système, donc j'ai représenté là des étoiles, des carrés, des ronds, ça peut représenter les acteurs, les interactions entre les services ou les motivations parfois conflictuelles de certains services. Sur ce système, il va falloir identifier quels sont les moteurs du changement, quelles sont les résistances au changement, quelles sont les parties prenantes sur lesquelles on peut s'appuyer et surtout pour mesurer le progrès, trouver les indicateurs qui vont nous permettre de voir qu'on avance et enfin trouver les leviers sur lesquels on va pouvoir agir. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, un des leviers, c'est le cycle de vie, l'analyse du cycle de vie des produits et des services. Un autre levier important, très important, ça va être les comportements des utilisateurs et de façon générale, s'adapter à un nouvel environnement. Donc, le Lean apporte la méthode. Pour ce qui est des indicateurs, quelques idées. Il y a évidemment des indicateurs sur la durabilité des produits ou des services qu'on produit, le fait de la qualité de l'air, l'adaptation de la production, l'approvisionnement, la résilience des services, obtenir des labels éco-responsables, obtenir la sobriété énergétique en réduisant les tonnes de CO2 émises, avec donc l'augmentation de la tonne de carbone avec le temps, et puis l'impact sur la biodiversité, par exemple le traitement de l'eau, mais il y a de nombreux autres impacts. Alors, l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? L'éco-conception va consister à essayer de maintenir le niveau de bien ou de service demandé par le client, tout en diminuant l'impact au niveau des matières premières initiales, de l'énergie consommée, dans l'extraction, dans le transport, dans la fabrication, dans l'utilisation et dans la fin de vie des biens et des services, en regardant tous les impacts sur l'eau, les sols, l'air, éventuellement en adaptant des compensations, et tout du long en regardant les déchets, les émissions et les énergies. Alors, cette éco-conception, elle a beaucoup de points communs avec la démarche Lean, en fait, hein, puisque vous voyez que l'éco-conception, on parle de diminuer l'impact environnemental au long du cycle de vie, tout en répondant aux attentes du client. Et la définition du Lean, je te laisse la parole sur ça, Valérie. Si tu veux, oui. Oui, vas-y. Ben, on est vraiment sur une méthodologie qui prend en compte les besoins du client. Et il faut, en fait, dans le processus de fabrication du bien ou du service, enlever tout ce qui, au maximum, tout ce qui ne concerne pas, en fait, le besoin du client, l'attente du client. Donc là, tu veux que je fasse l'exemple aussi de… Non, bah, oui, voilà. Parfois, la valeur ajoutée pour le client est une très faible partie de tout le processus qu'on met en œuvre pour produire un bien et un service. Et un des concepts clés du Lean, c'est que
il y a des choses qui ne sont pas dans la valeur ajoutée, mais qu'on ne peut pas éliminer, comme l'hygiène et la sécurité, la maintenance, un certain nombre de règles auxquelles il faut se plier. Mais il y a un grand nombre d'activités dans les processus industriels ou bureautiques qui sont en fait des gaspillages inutiles qu'on peut identifier et résoudre. C'est toujours à toi la parole, Valérie. Oui, donc le Lean, est-ce que c'est un atout pour se mettre au vert? Ben oui, alors, parce que c'est centré sur la qualité des livres aux clients et sur la réduction des gaspillages et sur l'expérience du terrain. Donc, il offre des outils. Donc là, vous avez les 7 gaspillages traditionnels qui sont représentés, qui sont surproduction. Et là, ben, très clairement, en termes de surproduction, on peut complètement être dans le green en réduisant la surproduction. Le stockage, parce que ben, stocker, ça engendre des coûts. Le transport, et là, en utilisant des modalités vertes, on est complètement dans l'esprit green. Les attentes en termes d'appareils de consommateurs ou de panne. Les mouvements, alors là, notamment en termes de green, c'est les déplacements inutiles ou le transport du personnel, par exemple. Les processus, trop d'emballage, ça c'est aussi, si on peut les réduire, c'est vraiment très green. Et diminuer la non-qualité, ben, c'est diminuer en fait les déchets qui sont liés au défaut de conception. Et on a en fait un 7e gaspillage, et non des moindres, qui est un gaspillage de compétences. Et là, on est complètement dans l'objectif de transition écologique en formant en fait les collaborateurs aux enjeux environnementaux. Ce qui remet complètement en ligne de mire que l'entreprise doit vraiment avoir une politique particulièrement incitative en la matière. Donc, un autre outil du Lean qui est le management visuel, qui peut être tout à fait important pour la transition écologique, par exemple avec un premier niveau qui est l'information, où on va informer le consommateur de la consommation énergétique du logement, de ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis, on a un deuxième niveau avec là l'exemple des objectifs que se sont fixés Toyota pour 2050, où en fait, il avait 6 objectifs ambitieux de la fabrication d'une voiture qui n'émet pas de CO2 jusqu'à en fait carrément leur établissement, leur entreprise qui est complètement intégrée dans la nature et dans la nature. Et ils ont vraiment là complètement illustré cette action de prévoir sur le long terme et de rétro-planifier leurs actions avec des objectifs intermédiaires. Et puis le dernier niveau qui est vraiment l'animation en fait de la transition dans l'espace de travail. Et là, il faut afficher les objectifs tout le temps, qu'ils soient visibles de tous. Et là, comme ça permet aussi de confronter les problèmes, d'en choisir, on va dire, un à résoudre à la fois et d'utiliser l'intelligence de tous et de visualiser les progrès. Donc, les équipes sont impliquées et les équipes communiquent grâce à ce management visuel. Merci. Un des éléments clés du Lean, évidemment, c'est aussi l'amélioration continue. Alors, dans l'amélioration continue, on a en fait, nous avons mis en vert là des choses qui sont beaucoup plus spécifiques au Green Lean. On a évidemment la planification des activités avec une étape importante d'éco-conception ou de reconception, et puis le choix des indicateurs qui vont permettre de suivre visuellement le management environnemental, et puis le cahier des charges environnementales qu'on veut obtenir. Dans la route de Deming du Lean, qui est un cycle en fait, on réalise ensuite, en suivant les impacts environnementaux, on vérifie en suivant les indicateurs, mais aussi en contrôlant l'usage chez le client pour vérifier que la mise en œuvre de la démarche environnementale est correcte. Et puis, on corrige le tir en agissant, en suivant l'amélioration continue des performances et en ajustant les leviers avec un fort impact environnemental. Et ceci est un cycle qui est vraiment un des outils clés de l'amélioration continue dans le Lean. Alors, tout ça va nous amener à changer nos comportements dans de nombreux domaines, repenser le transport et la logistique, bien sûr, à de nombreux niveaux, penser local et circuit court, repenser les déchets également,
peut-être repenser les déchets parfois comme une ressource. Et pour ça, il faut penser pas simplement l'entreprise isolée, mais la penser dans l'économie industrielle territoriale, c'est-à-dire avec tous ses partenaires qui peut-être peuvent réutiliser certains de ces déchets. On va en voir des exemples. Il faut donc penser à cette collaboration locale et mutualiser un certain nombre de ressources et également repenser la façon dont on interagit avec le client, avec l'économie de la fonctionnalité qui consiste à ne pas simplement délivrer un bien ou un service, mais à le prolonger dans le temps avec, par exemple, de la maintenance ou tout ce qui peut améliorer la durabilité de ce que l'on a proposé au client et, euh, et ainsi être dans une relation long terme au long de la durée de vie. Oui, donc changer nos consommations énergétiques, oui, évidemment, hein. Là, on a un exemple sur la conception d'un bâtiment, bon, d'un hôpital. En termes énergétiques, si on agit en fait là sur de la non-qualité, par exemple, si on devait penser aux lignes, on ferait attention à éviter les fuites énergétiques au niveau des murs, par l'étanchéité du bâtiment ou encore par le plancher bas ou par la toiture. Là, on est vraiment dans la conception d'un point de vue énergétique, mais en fait, on n'aura pas que ces enjeux-là. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi cet enjeu de qualité de l'air avec les systèmes de VMC qui permettent de renouveler l'air. Également, un enjeu de qualité de vie au travail, par exemple les ouvertures du bâtiment sur la nature ou encore la luminosité avec les fenêtres. Et puis, sur la biodiversité, la végétalisation d'un toit permet en fait de travailler sur la conservation de la biodiversité. Et puis, sur l'artificialisation des sols, avec des sols du bâtiment sur lequel repose le bâtiment, mais aussi vraiment tout autour. En diminuant l'artificialisation, on va travailler aussi sur la biodiversité de l'environnement de cette structure. Alors un autre, Ouais, oui. vas-y. Oui. Non, mais vas-y. Non, c'est à toi. Donc, on peut également vraiment sur cet environnement de construction gérer l'artificialisation des sols avec vraiment une action sur la diminution de l'utilisation des matières grises comme le béton, mais également de tous les produits chimiques qui vont graviter autour de l'utilisation du bâtiment proprement parlé, et sur l'érosion des sols, les inondations. Donc, on contribue ainsi, encore une fois, au cycle de l'eau et à la biodiversité. Alors là, c'est des exemples Greenline un peu plus pratico-pratiques. Donc, ici, vous avez vraiment une action qui a été réalisée sur la mobilité en analysant les processus de l'entreprise qui faisait la maintenance dans une station-service. Chaque maintenance devait faire l'objet de l'intervention de 2 collaborateurs, un pour qualifier hydraulique et l'autre électrique. Et en fait, en analysant leur processus, ils se sont rendus compte qu'en formant la personne qui s'occupait de l'hydraulique à l'électrique, ils pouvaient réduire les kilomètres en termes d'intervention. Un autre exemple sur la consommation électrique, en analysant en fait les consommations électriques au cours de la semaine, jour-nuit, bon, c'est pas présenté, mais je vous le dis, ils se sont rendus compte qu'en fait, la consommation ne baissait pas, très peu le week-end. C'est quoi, ça fait 10%, 20% peut-être, 20%, Ouais, 20-30%, ouais. Ouais. Et pareil entre jour et nuit, en fait, ça c'est pas marqué mais je vous le dis. Et en fait, en mettant en veille ou carrément à l'arrêt, on arrive à gagner jusqu'à 60% d'énergie, ce qui fait pas rien sur une facture. Et puis là, c'est l'utilisation en fait de peintures réfléchissantes sur les toitures pour diminuer le rayonnement en fait. Suivante, oui. Ouais. Donc là, on a encore vraiment des exemples d'actions qui ont permis ici de travailler sur le cycle de l'eau avec un retour des eaux de pluie à la nappe phréatique ou de végétalisation de bâtiments qui, en plus de l'isolation thermique, ont permis de créer de la biomasse et d'entretenir la biodiversité, ou encore ici de trier les biodéchets permet tout simplement
si vous avez une entreprise qui peut valoriser ses biodéchets, peut permettre de faire vraiment une collaboration avec l'environnement local. Voilà. Les Alchimistes, c'est une entreprise lyonnaise qui valorise les déchets. Et alors enfin, un exemple, avec cette fois-ci un investissement non négligeable quand même de la part de l'entreprise. Il s'agit d'un circuit en fait contenant des algues qui vont absorber par photosynthèse le CO2 qui est émis par l'industrie à laquelle ils sont couplés et ensuite permettre de générer de la biomasse qui pourra alimenter les besoins d'autres industries. Donc c'est vraiment une coopération là assez belle, quoi. Merci. Alors, en fait, ce dont on se rend compte quand on met en œuvre toutes les idées qui vont être propres à une entreprise sur laquelle on va intervenir, ce dont on se rend compte, c'est que les idées, il y en a énormément. Et qu'on ne peut pas tout mettre en œuvre. Alors c'est là qu'on fait appel à un des principes du Lean, enfin qui n'est pas spécifique au Lean, mais qui s'appelle le principe de Pareto, qui dit que 20% des idées vont avoir 80% de l'impact. Alors ce qu'on propose, nous, c'est de mettre les idées sur une matrice à deux niveaux. Donc sur l'axe des Y, on va avoir le bénéfice des idées en termes d'impact carbone ou de façon plus qualitative sur l'eau ou la biodiversité. Et puis, on va aussi mettre les idées selon qu'elles ont un lien fort avec l'activité de l'entreprise et sa raison d'être, puisqu'un des principes de la responsabilité sociale et environnementale, c'est de vraiment donner du sens à la raison d'être de l'entreprise. Et donc là, on va se retrouver avec 20% des idées qui sont celles qui sont peut-être les plus porteuses et les plus significatives pour une entreprise en particulier. Et le fait d'être gagnant sur ces idées va pouvoir avoir un effet d'entraînement et puis après on pourra au fil du temps creuser davantage. Alors tout ceci peut être intégré dans une stratégie RSE, hein, puisque l'environnement n'est un des 7 points des stratégies RSE. Et donc, on peut aussi y associer d'autres questions de développement local, de respect des personnes, de relations de travail, de gouvernance, de protection des consommateurs. Donc voilà, tous ces objectifs peuvent être intégrés dans quelque chose de plus global pour arriver à de nouveaux marchés et un changement de la conception de la relation avec l'environnement et avec les clients. Alors, c'est un processus qui va être gagnant-gagnant parce que l'entreprise va être fière de communiquer sur ses engagements et qui va permettre de mobiliser et d'agir. Mais aussi, c'est très rentable parce que économiser avec l'augmentation du coût de l'énergie, c'est quelque chose de très rentable et passer au durable, c'est aller sur la qualité et sur une meilleure rentabilité de tout ce qu'on propose. Et nous pouvons également vous aider à mobiliser les aides nécessaires, puisqu'il y a de nombreuses aides pour faire la transition écologique. Alors pour ça, on peut vous proposer une méthodologie qui correspond à de nombreuses choses dont on a parlé dans le webinaire, hein, évidemment, qui est de former toutes les parties prenantes à la science de la transition écologique, à la réglementation, à travailler en intelligence collective, et puis des outils pour vous accompagner au changement. La formation des collaborateurs est absolument essentielle puisque, en fait, pour mobiliser tout le monde, il faut que tout le monde soit conscient des enjeux. Et puis, d'un point de vue plus stratégique, la rédaction d'un cahier des charges avec tous les leviers sur lesquels on veut agir pour réussir la transition écologique de l'entreprise. Et enfin, un accompagnement dans la durée, dans l'esprit de l'économie de la fonctionnalité, avec la possibilité de continuer dans la durée à vous aider à faire les ajustements nécessaires. Voilà. À vous la parole maintenant pour des questions, si vous en avez. Alors, Ah, qui moi, j'ai une sort? question. Vas-y. Alors, moi, je suis designer à la base et en fait, j'ai du mal à voir la différence entre le principe du lean et le principe du design, en fait. D'accord. Eh bien, en fait, donc la différence entre le lean et le design. Euh, En fait, le design, il va être, c'est quelque chose qui est peut-être plus en amont, plus l'activité des bureaux d'études. Le lean va être
très au niveau du terrain, hein. Un des concepts clés du Lean, c'est le Gemba, qui veut dire le terrain, et qui consiste en fait à impliquer tous les gens au niveau de l'activité elle-même de production et de réalisation. Donc, du coup, alors que le design, c'est peut-être quelque chose qui va être plus pensé d'en haut ou en faisant appel à des intervenants extérieurs. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, En fait, ouais. euh, Ah, tu as été coupé. ah, tu Je- m'entends? Là, c'est bon, ouais, vas-y, tu reformules. Je disais que ben, le design, c'est vraiment une méthodologie qui met en forme donc une idée. Et donc là, c'est vrai que du coup, on parle aussi beaucoup de design thinking aujourd'hui. Oui, Ben, comment du coup, j'ai l'impression On n'entend c'est pas. ben, On on n'entend pas identifie un bien. pro. oui, on n'a pas bien entendu la fin, mais si j'ai bien compris ce que tu voulais dire, ça se rejoint en fait, hein. Tu as vu que notamment au niveau de l'éco-conception, là c'est vraiment, on peut être vraiment sur une démarche de design thinking, hein, dans l'éco-conception, avec le prototypage en particulier, et puis l'amélioration continue qui permet de tester les prototypes, d'avoir le management visuel, d'améliorer les prototypes au fur et à mesure. Donc il y a vraiment des points de convergence, hein. De toute façon, le design thinking et le lean ont beaucoup de méthodologies en commun, Hmm. hein. Ouais, ok. Hum. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai peut-être une question, Stéphane. Est-ce que tu sais aujourd'hui si c'est la méthode qui est un peu supportée, tu sais, quand on voit la fresque du climat ou quand on est dans quand le gouvernement propose des axes d'amélioration, quand les entreprises s'engagent, est-ce qu'elles s'engagent dans cette direction? Moi, j'ai travaillé avec l'entreprise Porsche, Oui, notamment, qui a décidé d'être neutral carbone en scope 1 et scope 2. Donc, oui, voilà, à partir de 2030 ou 35, 40 oui, peut-être, je ne sais plus exactement, avec les usines. Et donc, ils sont en train de travailler sur l'ensemble du réseau de concessions pour végétaliser, pour repeindre les toits et trouver des méthodologies qui permettent de réduire les gaz à effet de serre. tout à fait. Par contre, on va rarement dans le level 3, on est rarement dans le scope 3, Oui. qui est quand même très compliqué. Mais est-ce que tu sais si c'est cette approche Lean qui est choisie ou est-ce que c'est un truc que vous appelez de tout votre vœu? Non, non, vraiment, le lean, c'est quelque chose qui est de plus en plus proposé, hein, mais qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, donc tu parles de Porsche, si on parle de très très grands groupes, hein, la plupart des grands groupes qui témoignent de leur action sur l'environnement ont commencé il y a plus de 10 ans, hein, à réfléchir à cette démarche RSE. Avec le constat que c'est très long à mettre en place, hein, dans un très très grand groupe. Mais on a parlé avec certains d'entre eux, ils peuvent être très avancés, en particulier donc le scope 1 qui va être les émissions directes d'énergie, hein, qui est celui qui tombe aujourd'hui, c'est le seul qui tombe sous le coup de la réglementation. Sur le scope 1, donc c'est le passage au renouvelable, hein, qui va être le principal levier qui va être mis en place par les grands groupes avec soit la géothermie, soit le solaire. Et en fait, au niveau des calculs, euh, ça va être donc très puissant, c'est des investissements très lourds, hein, mais qui vont avoir un fort impact, mais qui nécessitent quand même d'être euh, complémentés par la sobriété, hein. Pour ce qui est des scopes 2 et 3, donc qui vont être des conséquences plus indirectes de l'activité, eh bien là, les bilans carbone ne les prennent pas toujours en compte, hein, puisque le bilan carbone minimal qui est demandé, c'est sur le scope 1. Souvent, les entreprises demandent un bilan carbone sur les autres scopes et en particulier sur l'impact donc des biens et des services. Euh, mais c'est pas ça qui est le plus avancé aujourd'hui. Est-ce que ça répond assez à ta question ou est-ce que Oui, tu... oui, Oui, oui. ouais, tout à fait.
Non, merci. Eh bien, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Même plus, hein, s'il faut. Oui, juste une petite question par rapport à ces projets Lean. La différence entre du Lean Management et une méthodologie agile? C'est des méthodologies qui sont très très voisines, hein. Il y a énormément de points communs. Elles n'ont pas la même origine historique. C'est comme avec le design thinking, hein. Il y a beaucoup d'outils en commun. Disons que l'agile est quand même beaucoup plus utilisé dans le domaine de l'informatique. C'est là qu'il s'est développé. Mais on retrouve l'agile peut-être plus proche du design thinking, hein. Ok, merci. Dans tous les cas, c'est des méthodologies auxquelles on peut se former et avec lesquelles on peut arriver à avoir des effets spectaculaires sur l'activité. Il faut tout de même savoir que beaucoup de gens en témoignent, que si ça n'est pas maintenu dans la durée, on peut en perdre tous les bénéfices. Donc la notion d'amélioration continue au sein de l'application de ces méthodologies et la nécessité de les maintenir avec le soutien de la direction et avec l'engagement de tous sur le terrain est absolument une des conditions de la réussite. C'est vraiment, en fait, le Lean a souvent comme objectif de diminuer le temps. Après, derrière, c'est un gain de productivité. Mais là, on est complètement c'est un paradoxe, hein, mais ça doit aussi nécessiter de dégager du temps pour le faire au sein des entreprises. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et bien souvent, cet effort-là, il a du mal à être soutenu. Voilà, alors pour ceux qui nous ont rejoints un petit peu tard, merci de nous avoir rejoints quand même. On a enregistré la réunion, hein, donc il va y avoir un replay qu'on va mettre à disposition de ceux qui sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé par un replay, laissez-nous un petit message via LinkedIn et puis on vous fera parvenir un replay. Merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a convaincu que c'était un outil puissant pour atteindre la sobriété et puis changer la façon de fonctionner, de résoudre des problèmes qui sont essentiellement systémiques et très très complexes. C'est pas juste une histoire. Ah, je vois qu'il y a peut-être une question. Ah oui, une remarque. Intéressé, merci. Eh bien, voilà. Merci à tous et à Merci à bientôt pour de tous. futurs webinars si vous êtes Merci intéressés. Stéphane. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.